9h19 à Paris, lors du journal de l'économie avec vous, Karina Chabour. Bonjour. Bonjour Elisabeth. On va commencer tout de suite par jeter un œil au marché Européen, européen, à l'ouverture, à l'équilibre, et le marché toujours aussi atone. La place de Londres ouvre légèrement dans le vert, plus 0,16%. Celle de Paris et de Francfort, elles sont dans le rouge, moins 0,03%, moins 0,23% à Francfort. Et alors du côté du marché obligataire, aujourd'hui, l'Italie lance sa dernière émission de dette de l'année. Au total, le Trésor italien doit lever près de 20 milliards d'euros entre aujourd'hui et demain. C'est surtout demain que ça risque de poser problème, puisque ce sont de la dette, c'est de la dette à long terme. Et il devra sans doute le faire au prix fort. On se souvient que la dernière fois qu'il avait emprunté le mois dernier à 10 ans, c'était des taux supérieurs à 7%. Or, vous le savez, l'Italie est le principal prêteur de la zone euro. Il a emprunté cette année 430 milliards d'euros, l'année prochaine 440 milliards, le tout pour tenter de refinancer sa dette colossale de pas loin de 2000 milliards d'euros. Les marchés asiatiques également. Absolument. La bourse de Tokyo a clôturé légèrement en baisse de 0,2%. Le Hang Seng, moins 0,65%. Le Shanghai Composite, lui, en légère hausse de 0,18%. Et le Kospi a clôturé en baisse de 0,92%. Le pétrole est en hausse. Les courses ce matin sont soutenues par les menaces iraniennes de fermer le détroit d'Ormuz, où transite 40% du pétrole mondial. Dans les échanges électroniques de ce matin, le baril de New York s'échangeait au-dessus des $100. Celui de la mer du Nord évoluait au-dessus des $109. Et en cette fin d'année, on va s'intéresser, Karina, à la survie de l'euro, la monnaie unique qui va bientôt souffler ses bougies. Oui, qui connaît sa pire crise de son histoire. La crainte d'un défaut grec et celle de l'explosion de la zone euro n'est désormais plus tabou. Les entreprises s'y préparent même de plus en plus. Alors, que se passerait-il concrètement si la zone euro explosait? Élément de réponse. Aujourd'hui, ces pesetas sont soigneusement gardées dans un musée. De belles pièces de collection que l'on pensait définitivement remisées. Mais 10 ans après son introduction, l'euro est en pleine crise, au point que son existence soit remise en cause. S'il fallait réintroduire la peseta ou toute autre monnaie, il faudrait fabriquer la masse monétaire à partir de zéro. L'Irlande, la Grèce ou le Portugal, la crise de la dette a déjà fait plusieurs victimes. Et les dirigeants de l'Union européenne ont du mal à trouver des solutions. La fin de l'euro reste un scénario de science-fiction, mais il n'est plus tabou pour les économistes. Il me semble raisonnable que les personnes, les entreprises et les gouvernements de la zone euro aient aujourd'hui un plan B et se préparent à ce qu'il pourrait arriver au scénario qui se présenterait si l'euro se désagrégeait. Dans tous les cas, il s'agirait d'une option coûteuse qui pourrait entraîner une baisse du PIB de la zone euro de 1% en 2012 et de 2,5% en 2013, soit l'équivalent de la récession des années 2008-2009. Le scénario de la rupture touchera de manière très asymétrique les pays du noyau dur de l'Europe et ceux de la périphérie. Dans le cas concret de l'Espagne ou des pays périphériques, il y aura sans aucun doute une dévaluation très importante de la monnaie locale. D'autres pays comme l'Allemagne pourraient voir au contraire leur monnaie s'apprécier et seraient moins compétitifs à l'exportation. Les citoyens, quant à eux, pourraient voir leur épargne fondre de moitié, ce qui les inciterait à retirer en masse leur argent des banques et provoquerait une dangereuse fuite de capitaux. Et autre signe d'inquiétude en zone euro, les banques européennes ne se font toujours pas confiance. Oui, plutôt que de se prêter de l'argent entre elles, elles préfèrent le placer en lieu sûr, même si ça ne leur rapporte pas d'argent, à savoir auprès de la Banque Centrale Européenne. Près de 412 milliards d'euros, c'est la somme la plus importante jamais déposée au jour le jour depuis la création de l'euro. Et c'est d'autant plus inquiétant que cela intervient une semaine tout juste après l'opération historique de la BCE qui avait, je vous le rappelle, prêté massivement de l'argent aux banques, histoire d'injecter beaucoup de liquidités dans le circuit bancaire et que cet argent circule. Mais visiblement, ça n'a pas marché. Un taux très faible. 0,1%, c'est quasiment du don. Voilà, on va poursuivre avec cette rocambolesque escroquerie, pas à Wall Street, mais dans un petit village d'Indre-et-Loire, dans le centre de la France. C'est une ancienne employée de banque qui est accusée d'avoir soutiré au moins 3 millions d'euros à ses proches et aux habitants de ce village. Comme Bernard Madoff, elle proposait des placements à la rentabilité mirobolante. Le reportage de nos confrères de France 2. 65 milliards d'un côté, quelques millions de l'autre, et pourtant Benay, petit village d'Indre-et-Loire, a été victime d'une escroquerie inspirée de celle de Bernard Madoff. Pendant 5 ans, les habitants ne se sont doutés de rien.
C'est vrai que la vie qu'elle menait, en étant salariés tous les deux, à la centrale, l'autre en banque, ça peut paraître aussi un peu démesuré. Sylviane Hamon, ancienne employée de banque, a utilisé le même système que l'escroc new-yorkais. La promesse d'intérêt juteux 10 à 30%, un système de pyramide et plus grave encore, toutes les victimes sont ses proches. Il y a quelques jours, le poteau rose est découvert. Sylviane Hamon est interpellée à son domicile. On découvre alors l'ampleur de l'escroquerie. 3 millions d'euros de préjudice, des victimes surendettées, fichées à la Banque de France et traumatisées. Beaucoup ne pourront jamais être indemnisés pour des raisons de prescription. La Madoff en jupon, elle, est écrouée à la prison d'Orléans. Et puis au chapitre des entreprises en difficulté dans le secteur de l'énergie, le japonais TEPCO. Oui, 9 mois après la catastrophe nucléaire de Fukushima, un rapport d'experts indépendants met en cause l'opérateur de la centrale, mais aussi le gouvernement pour leur manque de préparation et d'organisation. Parallèlement, TEPCO réclame une rallonge au gouvernement pour faire face au coût des indemnisations. L'hypothèse d'une nationalisation pure et simple de l'entreprise est chaque jour un peu plus inévitable. La politesse est d'usage, mais le rapport d'étape remis hier au Premier ministre japonais est accablant. La catastrophe nucléaire aurait pu être beaucoup moins grave. Avant, comme après le tsunami, la liste des erreurs humaines est longue. Première faute reprochée à la compagnie TEPCO, avoir sous-estimé le risque. Rien n'avait été envisagé pour résister à une vague de 14 mètres de haut. Se justifier en expliquant que la vague était au-delà de tout ce qui était prévisible, c'est simplement un déni de responsabilité, explique le chef des experts. Deuxième faute au moment de la catastrophe. La fusion des réacteurs qui a provoqué les rejets radioactifs pouvait être limitée, mais à condition de faire les bons choix techniques. Or, non seulement le personnel était mal formé, mais la hiérarchie s'est avérée défaillante. Une telle pagaille, en fait, que des résidents de Fukushima ont même été envoyés vers des zones radioactives au lieu d'être évacués. Pour ces erreurs, TEPCO va devoir payer. Des experts estiment les indemnités à plus de 42 milliards d'euros. La compagnie ne pourra pas régler une telle somme sans des aides publiques et pourrait du coup être nationalisée. Ironie du sort, ce sont donc les contribuables japonais qui risquent de payer une bonne partie de la facture. Allez, on va terminer ce journal de l'écho avec le classement des séries... on va poursuivre la série des classements 2011 avec les films les plus piratés cette année. Oui, selon un site spécialisé qui en a dressé le top 10. Et sans surprise, ce sont des blockbusters américains qui arrivent donc en première position, notamment Fast and Furious numéro 5, téléchargé plus de 9 millions de fois. La bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup moins qu'Avatar, qui l'année dernière avait été téléchargé 16 millions de fois. Arrivent ensuite des films comme Thor ou encore Very Bad Trip 2. Et la bonne nouvelle, donc, c'est que globalement, ces films ont été téléchargés beaucoup moins que les 10 films les plus piratés l'année dernière. C'est peut-être le signe que la multiplication de l'offre légale porte ses fruits. Merci beaucoup Karina, c'est la fin du journal de l'économie, la fin également de cette demi-heure d'information. Vous retrouvez dans un instant Hélène Drouet pour un tout nouveau journal. Revivez les moments forts de cette année grâce à notre carte interactive. Révolutions arabes, mort de Ben Laden, catastrophe de Fukushima, affaire DSK, crise économique en Europe, procès de Laurent Gbagbo, inondation en Australie et en Thaïlande. La rétrospective mondiale 2011, un document France 24, RFI, MCD, à ne pas manquer sur france24.com.